Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. S'il est un concept qui suscite depuis quelques années une vive polémique, c'est bien celui d'islamophobie. Pour les uns, il permet de décrire une forme nouvelle d'intolérance dans nos sociétés qui serait hostile aux musulmans. Pour les autres, il s'agit d'un concept bancal, amalgamant des réalités aussi variées que la critique de l'islam, celle de l'islamisme, celle de la difficile intégration des populations musulmanes dans la civilisation occidentale, et les propos objectivement haineux envers les musulmans. Nous est-il possible de démêler cette querelle et de mieux comprendre ce que ce concept recouvre et peut-être ce qu'il cache? Pour en parler, je reçois le sociologue Philippe Diribarne, qui a consacré à la question un ouvrage passionnant aux éditions Albin Michel l'an dernier, ayant justement pour titre Islamophobie. Philippe Diribarne, bonjour. Bonjour. Alors, question première, toute simple, ce concept d'islamophobie, pourrions-nous en retracer l'apparition dans le débat public de français et plus largement dans le débat public occidental avant de creuser pour voir justement ce qu'il révèle et ce qu'il cache? Bien, pour ce, je sais, il est apparu, disons, dans le débat contemporain, dans un rapport britannique de, il me semble, 1997, qui était un rapport très centré sur l'idée de société inclusive, d'accueil inconditionnel de l'autre et des musulmans en particulier, qui était assez en lien avec l'Église d'Angleterre. Et donc, dans une perspective très inclusive, voilà. Et il a été ensuite repris. Alors, il a toute une histoire. Il a été repris, bien sûr, par l'organisation de la conférence islamique. Il a été repris par l'ONU, par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et puis, en France, maintenant, il est brandi par un collectif contre l'islamophobie en France, qui tire, je dirais, dans toutes les directions, qui déclare par exemple que la loi sur le voile à l'école, enfin sur les lois sur la dissimulation du visage de l'espace public sont islamophobes, que tout ce qui relève de, disons, des questions de sécurité intérieure, de recherche de radicalisation, c'est islamophobe. Enfin, voilà, qui déclare islamophobe tout ce qui ne lui plaît pas. Alors, qu'entend-on généralement par islamophobie? Parce que c'est un terme polysémique d'une certaine manière. On l'associe quelquefois au vocabulaire de militants islamistes qui cherchent à faire taire toute critique de l'islam à travers ce concept. On l'utilise quelquefois pour parler d'actes anti-musulmans qu'il pourrait y avoir dans nos sociétés. On l'utilise pour décrire la méfiance devant l'islam ou devant l'islamisme. On l'utilise pour quelquefois faire taire toute critique de l'islam comme religion. Si on est capable de cerner une définition un peu précise de l'islamophobie, en fait, est-ce que c'est possible? Non, je crois que le terme d'islamophobie ne vise pas à décrire une réalité. Le terme d'islamophobie vise à susciter des réactions et des sentiments. Disons, c'est un slogan. C'est comme, je sais pas, à une époque, en France, on disait « persil lave plus blanc ». Il s'agissait pas de décrire une lessive, il s'agissait de susciter des réactions chez le consommateur. Donc, de la même façon, il s'agit de susciter des réactions aussi bien d'un côté chez les musulmans que d'autres dans les sociétés occidentales, en faisant un amalgame dans lequel on présenterait les réactions des sociétés occidentales, la société française en particulier, à l'égard de l'islam, comme un tout indistinct, formant une sorte de bouillie, assimilant tout avec tout, confondant tout avec tout, confondant tous les éléments de l'islam, confondant tous les musulmans, dans une sorte de réaction pavlovienne, passionnelle, voilà. Alors, qui n'a rien à voir, disons, avec la réalité qui est tout à fait nuancée, dans lequel les Occidentaux en général, les Français en particulier, distinguent tout à fait divers aspects de l'islam, distinguent tout à fait divers musulmans, et ne font pas du tout cet amalgame que suggère. Voilà. Alors, la force, disons, de l'idée d'amalgame, c'est de dire que toute
comme vous disiez, tout aspect, même la moindre réflexion critique, interrogation sur l'islam, immédiatement est amalgamé avec tout un paquet dans lequel on est réputé être dans la haine, la détestation, etc., etc. Voilà. Mais ça sert pas à penser, ça sert à empêcher de penser. Du reste, il me semble, Salman Rushdie avait déjà dit ça, hein, que l'islamophobie est un terme inventé par les aveugles qui veulent rester aveugles. Alors, dans votre ouvrage, vous prenez la peine de lire de nombreux rapports qui prétendent documenter la réalité de l'islamophobie. Parce que souvent, on nous présente ça avec des chiffres qui ont toujours l'argument statistique en puissance dans nos sociétés. On nous présente des rapports qui nous... 86% ou 29% ou 77% des Français, des Anglais, des Néerlandais sont islamophobes ou ont des comportements islamophobes. Or, lorsque vous lisez ces rapports, vous vous rendez compte, si je comprends bien, que appelons ça leur méthodologie est généralement approximative et justement qu'ils rassemblent sous une même catégorie, islamophobie, des comportements, des idées, des sentiments qui n'ont pas nécessairement quelque chose à voir entre eux. Tout à fait. Alors, il y a effectivement trois grandes catégories d'études qui prétendent démontrer que nos sociétés sont islamophobes. Donc, il y a une première catégorie qui consiste à interroger des gens des populations dites majoritaires en leur demandant que pensez-vous de toute une série de choses liées à l'islam, la prière, le ramadan, le voile islamique, etc. Une deuxième catégorie dans laquelle on demande à des gens qui se disent musulmans, est-ce que vous êtes discriminés ou pas discriminés au cours de l'année dernière, des 5 dernières années, dans votre travail, le logement, les rapports à la police, etc. Et il y a une troisième catégorie qui consiste à faire des testings dans lequel donc on compare les réactions d'employeurs à des CV envoyés par des gens ayant les mêmes caractéristiques, sauf que les uns apparaissent musulmans, de par leur nom essentiellement, sauf que les autres apparaissent non musulmans. Et donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur ces trois catégories d'études, et de voir ce qu'elles révèlent en fait des réactions réelles, disons, des Occidentaux et des Français en particulier, par rapport à l'islam. Alors, comme vous dites, hein, on voit une extraordinaire capacité de manipulation dans ces trucs. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Disons, quelque chose de très important, hein, c'est que, en vrai, les Européens et les Français ne réagissent pas du tout par rapport à la dimension, on pourrait appeler spirituelle de l'islam, hein, ce qui relève de la prière, du jeûne, du pèlerinage, et d'un autre côté, ce qui relève de la dimension sociale et politique de l'islam, refus de la liberté de conscience, statut des femmes, etc. Alors, évidemment, c'est catastrophique pour les tenants, disons, du discours de l'islamophobie, parce que, justement, eux, toute leur perspective, c'est de faire de l'amalgame. Alors, toute leur rhétorique, c'est de faire de l'amalgame. Alors, par exemple, ils vont utiliser des questions du type, donc, que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que l'islam peut s'intégrer dans le monde occidental ? En se gardant bien de distinguer l'islam spirituel que de l'islam politique, qui aurait suscité des réponses certainement tout à fait différentes. Quand je vois bien qu'il y a des choses qui leur paraissent problématiques, et ils posent la question, est-ce que vous pensez que certains comportements justifient des réactions racistes ? Non, les gens sont un peu embarrassés parce que ou ils vont répondre que oui, alors donc ils sont racistes, ou ils vont répondre que non, alors ça veut dire que non, les comportements ne font pas problème. Alors au lieu de demander est-ce que certains comportements vous posent problème. Et par ailleurs, est très frappant, disons, j'allais dire les mensonges par omission. C'est-à-dire qu'on voit, dès qu'on rentre dans le détail des réponses aux questions, que selon les questions, les éléments de l'islam dont il s'agit, on n'a pas du tout les mêmes réactions. Hein. Disons, la même personne, par exemple, va pouvoir être tout à fait favorable à ce qu'un individu ait envie de faire sa prière, même pendant le temps de travail, et va être extrêmement défavorable au fait qu'un individu refuse de s'asseoir sur un siège sur lequel, s'il est un homme, une femme se serait assise précédemment. Donc, alors ça, il n'est pas question, on n'en parle pas. Et de la même façon, disons, la perspective, c'est d'essayer d'associer
ce qu'ils appellent, disons, l'attitude par rapport à l'islam, à ce qu'ils appellent un rejet général de l'autre. Mais en fait, quand on rentre aussi dans leurs données, on voit que ceux qui sont dans leur catégorie les plus favorables à l'accueil de l'autre, les gens de gauche, bien éduqués, etc., pas antisémites, pas ethnocentriques, etc., ont néanmoins, en très grande partie, quand même, se posent des questions par rapport à l'islam. Mais ça, on n'en parle pas, etc., etc. Et disons, on pourrait reprendre, disons, l'ensemble de ces travaux. De même, enfin, on pourrait développer, si vous voulez, autour des questionnaires aux musulmans, disant est-ce que vous avez été discriminés. En fait, la grande majorité répondent qu'ils ne sont jamais discriminés. Et ça, c'est vrai, disons, dans tous les pays occidentaux et en France en particulier. Et de même, si on prend les testings, c'est aussi, enfin, je pense qu'on pourra développer, on voit aussi de grands contrastes entre les réactions, disons, des employeurs qui montrent que c'est pas du tout des réactions vers l'islam. Au fond, il y a une volonté. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'à la fois on reproche souvent aux Occidentaux d'essentialiser l'islam ou d'essentialiser le monde musulman, alors que ce sont ces études qui font et qui projettent une vision d'essentialisation qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, il y a un élément sur lequel vous êtes revenu il y a quelques instants et qui est très présent dans le livre, c'est la distinction qui est faite par les Occidentaux entre ce que vous appelez les aspects spirituels de l'islam et ses aspects sociopolitiques. C'est-à-dire le fait que le commun des mortels en Occident se montre tout à fait ouvert à l'islam comme une spiritualité, comme il y en a d'autres, et la possibilité pour chacun de modeler au moins minimalement sa vie en fonction de certaines exigences spirituelles, et de l'autre, la prétention d'un certain islam, à tout le moins, de remodeler les codes sociaux, de remodeler les codes culturels de la société d'accueil, souvent, et à travers des valeurs, ou à tout le moins des comportements, des codes qui heurtent, évidemment, les pratiques culturelles de la société d'accueil. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on se penche sur la réaction des populations occidentales, cette distinction est vraiment claire? C'est-à-dire, oui à l'islam comme spiritualité, comme religion au sens d'une réforme intérieure de soi, ou une croyance en une transcendance particulière, mais non à cette idée d'un islam qui viendrait transformer culturellement les sociétés où il s'implante. Alors, à ma connaissance, disons, la majorité des Occidentaux ne conceptualisent pas ainsi. Je crois qu'ils n'ont pas une idée claire, disons, de cette distinction entre l'islam spirituel et l'islam politique, mais quand on se tourne vers les réactions à des questions précises ou à des personnes précises, on voit que sous-jacente à ces réactions, on peut faire cette distinction. Alors, une partie des musulmans diront, mais on n'a pas le droit de faire cette distinction parce que dans l'islam, le religieux, le politique, le spirituel sont intimement mêlés, et donc c'est une distinction occidentale, disons, de faire cela. Mais alors, conceptuellement, on peut dire que c'est une distinction occidentale. Mais pratiquement, enfin, si on se tourne, disons, vers la vie réelle, on voit que c'est aussi une distinction, disons, qui a tout à fait des fondements, disons, dans l'islam. Quelque chose, par exemple, qui est très frappant. Quand on se tourne vers le texte fondateur, celui du Coran, ce sont tout ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes. Quand on est dans un domaine spirituel, le Coran traite les hommes et les femmes absolument à parité. Il y a des passages, on parle des croyants et des croyantes, des hommes ceci et des femmes cela, et vraiment c'est pareil. Et toutes les 5 piliers de l'islam, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, vraiment sont les obligations des hommes et des femmes sont absolument, disons, paritaires, et on a vraiment dans un univers, au fond, on s'adresse aux humains en général. Qu'ils soient hommes ou femmes. Et on retrouve cela, c'est dans le fait que, tant qu'on est toujours dans ce domaine, disons, spirituel, il y a une extraordinaire homogénéité du monde musulman. Le pèlerinage est le même, le ramadan est le même, la profession de foi est la même, etc. Disons, tout ça, on a. Alors qu'au contraire, dès qu'on rentre dans le domaine d'organisation de la société,
des modèles sociaux, etc. Alors là, au contraire, on a à la fois une énorme différence entre le traitement des hommes et des femmes et une énorme différence entre les pays musulmans. Quand il s'agit, disons, par exemple, de l'héritage, un homme vaut 2 femmes, du témoignage, un homme vaut 2 femmes, un homme peut répudier sa femme, mais une femme ne peut pas répudier son mari, etc. Enfin, donc, du reste, il lui a dit, un homme, elle a la primauté sur une femme. Enfin, il y a d'innombrables passages qui disent cela. Et si l'on va, disons, dans la variété des pays musulmans, on voit là aussi que l'ordre social en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Indonésie ou au Mali sont pas du tout les mêmes ordres sociaux, et que la façon, si vous voulez, dont l'ordre social islamique rentre en composition avec des ordres sociaux, culturels, etc., est à la source d'une très très grande diversité. Donc je crois qu'il est très très légitime de faire cette opposition. Et on peut, disons, rajouter, je crois, quelque chose, c'est que heureusement qu'on peut faire cette opposition. Parce que si on ne pouvait pas faire cette opposition, et si l'islam était vraiment un bloc, à ce moment-là, ce seraient les gens qui disent que l'islam est incompatible avec les valeurs républicaines, qui auraient raison. Et donc ce serait tout l'islam qui serait à rejeter. Et la raison, il me semble, pour laquelle il me semble qu'on peut dire que ce n'est pas vrai que tout l'islam est incompatible avec les sociétés occidentales et avec les valeurs républicaines, c'est que justement on peut faire cette distinction. Alors, je reviens un instant sur un aspect de cette distinction qui heurte probablement le plus la conscience occidentale aujourd'hui, c'est justement la question du rapport entre les hommes et les femmes, entre l'égalité homme-femme. On cherche à dire, c'est un argument qui est de plus en plus présent, il existe, oui, un féminisme occidental, mais il existe aussi un féminisme musulman. Ce féminisme musulman ou islamique n'est pas réductible à nos propres catégories, il peut très bien s'accommoder du voile et ainsi de suite. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que là où le point de tension, le point de contact et de friction, en fait, est le plus vif entre les sociétés occidentales et l'islam tel qu'il s'y implante, c'est effectivement autour de la question des rapports entre les hommes et les femmes. Et si oui, comment réagissent globalement les sociétés occidentales, selon les réactions qu'on peut voir, devant cette question des rapports entre les hommes et les femmes? Oui, c'est effectivement le point de tension. Disons, il y a d'autres points de tension, on pourra revenir, mais qui sont, disons, qui suscitent moins de réactions. C'est la question de la liberté de conscience, qui quand même fait problème, disons, dans l'islam. Mais ce qui se voit, c'est effectivement les rapports entre les hommes et les femmes, et ce qui se voit le plus, c'est la tenue islamique. C'est effectivement ça qui se voit. Alors, il y a quelque chose, je trouve, d'un peu paradoxal, dans notre société. C'est que les mêmes personnes qui vont dire qu'une tenue a un sens objectif, qui ne dépend pas du sens subjectif qu'on veut lui donner, et je crois quelque chose qui est spécialement fort au Canada, quand il s'agit des blackface, quand il s'agit de se déguiser en noir ou enfin on a vu le repentir du Premier ministre par rapport à disons une sorte de tenue de carnaval qui peut paraître, disons, bien innocente. Donc les mêmes personnes qui vont dire non, il y a un sens objectif des tenues, vont dire, quand il s'agit de la tenue islamique, non. Alors là, on n'est pas du tout dans le sens objectif, on est dans un sens purement subjectif, et on n'a pas à chercher quel est le sens objectif de la chose. Alors, je pense que les Occidentaux, en majorité, ont du mal à prendre cet argument au sérieux, et se préoccupent, disons, du sens objectif. Alors, le sens objectif du voile, disons, prenons son sens originel. D'abord, son sens originel est très clair. Parce que si il y a beaucoup d'incertitudes autour de qu'est-ce que c'est que le voile en particulier, il y a en tout cas quelque chose de clair, c'est qu'on doit cacher quelque chose avec quelque chose. Voilà, ça c'est quelque chose de commun. Alors, ce qui est clair aussi, c'est que pourquoi on doit cacher, dans quelles circonstances on doit cacher. Alors c'est tout à fait associé à un verset du Coran, tel on dit, si vous craignez l'infidélité de vos femmes, enfermez-les et battez-les. Donc on est dans ce contexte-là. Alors ce qui est
du reste frappant, c'est que il est bien dit que si une femme se trouve face à un eunuque, ou que si elle est ménopausée, les règles ne sont plus du tout les mêmes. Donc, au fond, on est clairement dans un contexte de contrôle social des femmes. Donc ça, c'est le sens, disons, originel. Alors, les islamistes disent oui, mais on a le droit d'avoir des sens réinterprétés, de réinterpréter la chose, et donc de détourner en tout cas le sens de son sens originel. Alors, là, on a quelque chose de tout à fait intéressant, disons, à cet égard, dans un livre d'Ouria Boutedja, les Blancs, les Juifs et nous, dans lequel on voit bien, alors laquelle présente la tenue islamique, c'est une tenue de combat. C'est un drapeau brandi face à l'Occident, dans lequel elle dit j'appartiens à ma communauté, j'appartiens à ma race, j'appartiens, etc. Et je refuse de me plier et de rentrer, de devenir une bonne occidentale. C'est au fond ceux qui sont qui se comportent comme de bonnes occidentales se font traiter. On l'a eu encore récemment dans une manifestation de bougnoules de service, de collabeurs, etc. Donc on est dans une lutte pour imposer des codes islamiques à l'intérieur du monde occidental. Au fond, c'est comme si, je sais pas, dans un conseil municipal d'une commune dans lequel il y a beaucoup de gens d'origine arabe, on disait maintenant, le conseil municipal, on ne le tient pas en français, on le tient en arabe. Bon. Et c'est ça, que ressentent la majorité, la grande majorité des Occidentaux et la grande majorité des Français en particulier, qui sont beaucoup plus maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans, très hostiles à la tenue islamique. Alors, je reviens sur cet élément qui marque la France en particulier, c'est ce qu'on appelle la question de la laïcité. Alors, il y a la prétention en France d'encadrer l'expression du religieux dans l'espace public. Ce qu'on ne trouve pas nécessairement de manière aussi explicite, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le monde anglo-saxon. Il y a une spécificité française qui s'appelle la laïcité et qui dit d'une certaine manière, on va chercher à marquer la distinction la plus nette entre le religieux et le politique, entre l'État et l'Église et ainsi de suite. Or, est-ce qu'on peut dire qu'une partie aujourd'hui des accusations d'islamophobie lancées contre la France, et pas seulement provenant d'associations islamistes militantes, mais provenant souvent du milieu universitaire anglo-saxon, des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada anglais, est-ce qu'on peut dire qu'une partie des accusations d'islamophobie lancées contre la France viennent d'une incompréhension du principe de laïcité, qui est un principe certes à prétention universelle, mais qui est inscrit vraiment dans la culture et la civilisation française. Est-ce qu'autrement dit, l'accusation d'islamophobie venue de l'intérieur même du monde occidental vient d'une incapacité à comprendre ce mode d'organisation de la vie civique qu'est la laïcité à la française? Tout à fait. Alors, je crois qu'il y a d'abord, c'est une première chose, qui est, au fond, dans la conception même de la société, dans l'arbitrage entre être solidaire et être tolérant. Enfin, on voit que quand les sociétés très très tolérantes sont peu solidaires, mettons la société indienne, et les sociétés très solidaires sont peu tolérantes, disons la société japonaise. Alors, dans cet arbitrage, les sociétés anglo-saxonnes sont beaucoup plus du côté de on est tolérant, mais on est peu solidaire. C'est-à-dire qu'on voit aux États-Unis, les pauvres, je dirais, peuvent crever, voilà, ça dérange personne, et le niveau de redistribution est très faible, et le regard porté sur celui qui n'est pas comme soi, et de le traiter quand même comme quelqu'un de très loin, avec qui on n'a pas grand-chose à voir. Enfin, Tocqueville déjà exprimait tout à fait ça. Alors, ça me fait penser parfois à ce que disait Madame du Châtelet, disant qu'elle pouvait sans problème se promener dans le plus simple appareil face à son valet, parce qu'elle considérait que son valet n'était pas tout à fait un homme. Alors, par rapport à ça, la société française, au contraire, est beaucoup plus solidaire. Le modèle social français, la redistribution est beaucoup plus forte en France que dans les pays anglo-saxons, mais ce qui va avec est effectivement moins
tolérante à la diversité, c'est-à-dire plus dans la vision que être français, c'est quelque chose qu'on a à se rassembler dans une société, et que ceux qui arrivent et qui rejoignent la société française, on va être solidaire d'eux, mais il s'agit qu'ils adoptent les codes, en quelque sorte, de la société française. Ce qu'ont toujours fait. Dieu sait que la France est une terre d'immigration, et qu'il y a eu nombre d'Italiens, Espagnols, Polonais, Belges, etc. Mais ils sont toujours rentrés, disons, dans cette vision française. Alors, là, la référence, il me semble, à la laïcité et l'usage fait de laïcité, je pense, se comprend dans cette perspective. Dans cette perspective, au fond, le corps social est vu comme étant un corps social, disons, dans lequel on n'insiste pas sur sa différence. Et c'est là aussi une vieille tradition française, disons du temps déjà de l'Ancien Régime. On voyait des personnes, Rousseau rapporte cela, de la bonne société, dire que non, ça aurait été, disons, choquant, ridicule, de se présenter, de mettre l'accent sur les personnes, si vous voulez, qui insistaient trop. Et il y a en France le personnage de Tartuffe, dont Tartuffe, le héros, disons, de la pièce de Molière, qui met en scène de manière ostentatoire sa religiosité, et qui n'est pas considéré comme vrai religieux, si vous voulez. En France, dans la tradition française, la vraie foi, la vraie spiritualité sont vues comme étant distraites, et n'allant au contraire de pair avec une volonté de rapport civil dans lequel on accepte les règles sociales. Alors, dans au fond, l'usage français de ce qu'on appelle une laïcité fermée, enfin, je pense que le rapport Bouchard-Taylor a beaucoup critiqué, disons, cette vision d'une laïcité fermée, ou Barack Obama, dans son discours du Caire, a beaucoup critiqué ça, disons, s'inscrit dans cette vision dans laquelle la paix sociale et la qualité de la vie sociale est inséparable d'une certaine réserve dans la manifestation de ses opinions religieuses, politiques. Voilà, on n'affirme pas ces différences, ce qui ne veut pas dire que on ne peut pas être tout à fait pieux, tout à fait être ancré dans des démarches spirituelles, etc. Mais ça n'est pas à considérer comme étant au centre de la vie publique. Alors, l'utilisation du concept d'islamophobie, je viens de le dire, vient quelquefois du monde anglo-saxon. Il vient aussi, on l'a évoqué, directement de la mouvance islamiste, quelquefois. Il arrive qu'on l'associe à la révolution iranienne de 79, en disant que c'est, d'une certaine manière, le concept a trouvé là son statut d'arme de guerre pour criminaliser, pour disqualifier toute critique de l'islam. Dans les mouvances contemporaines islamistes présentes en Europe directement, quelle est la fonction du concept d'islamophobie lorsqu'il est utilisé par les mouvances qui, d'une manière ou de l'autre, se réclament de l'islam politique? On l'a bien vu encore dans la grande manifestation du 10 novembre contre l'islamophobie. Enfin, donc il s'agit d'affirmer la présence de l'islam et la force de l'islam dans la société française. Au milieu de la manifestation, des grands organisateurs de la manifestation a fait scander par la foule Allah Akbar, ce que disent les terroristes quand ils passent à l'acte. Donc là vraiment, et on a vu également une pancarte dans une manifestation quelques semaines auparavant d'une musulmane. Le contenu, disons le texte de la pancarte, était musulmane française voilée. Si je vous dérange, je vous invite à quitter mon pays.
Donc on voyait une espèce de retournement. Maintenant, elle avait pris possession, disons, du pays, et c'est ceux qui sont dérangés par le voile et qui sont invités à être chassés. Enfin, on est dans une perspective à la Houellebecq. Je suis pas sûr de reste que son acte n'ait pas été considéré comme un peu maladroit, disons, par les organisations islamiques, mais enfin, ça reflétait bien cette chose. Donc, il s'agit, je pense, à la fois d'une double action. Il s'agit de convaincre le maximum de musulmans que la société française ne les aime pas, ils sont maltraités, que quoi qu'ils fassent, ils sont maltraités, etc. Et que donc la seule perspective pour eux est de rejoindre la construction d'une sorte de contre-société islamique, etc. Parce que pour eux, les gens les plus horribles, ce sont les musulmans qui trahissent l'Oumma, qui trahissent, qui s'intègrent, qui deviennent de bons occidentaux, partagent les codes occidentaux, partagent les visions occidentales, et cela, du reste, il faut voir comment ils sont traités, comment ils sont désignés. Donc ça, c'est un des objectifs. Et l'autre objectif est d'essayer au maximum de culpabiliser les sociétés occidentales en disant si vous résistez à l'emprise islamique, c'est que vous êtes donc dans une détestation de l'islam, donc vous n'êtes pas respectueux de vos propres valeurs, qui sont vos valeurs d'ouverture, de tolérance, d'égalité, etc. Et donc, c'est une démarche dans laquelle, au fond, on passe complètement sous le tapis ce qui est de la réalité de l'islam, dont il n'est pas question de parler, puisque même déjà de parler de la réalité de l'islam, ce serait être islamophobe. Et donc, si vous parlez de la réalité de l'islam, vous êtes islamophobe, donc on n'a pas à vous écouter. Et donc, la seule chose qui compte, ce sont les réactions vis-à-vis de l'islam, et on cherche donc à dissimuler la réalité de l'islam, de mettre en avant les réactions à l'égard de celui-ci. Alors, justement, sur la question des réactions par rapport à l'islam, il y a cette idée, en gros, que, à tout le moins dans nos sociétés, toutes les religions peuvent être critiquées. On peut être critique du catholicisme sans être cathophobe, du luthérianisme sans être luthérianophobe, de l'orthodoxie sans être orthodoxophobe, et ainsi de suite. Or, lorsque vient le temps de critiquer l'islam, on nous dit toujours, on peut critiquer l'islamisme, mais pas l'islam. On peut, ou alors, ça doit être un domaine réservé aux musulmans qui pourraient se critiquer eux-mêmes, mais on ne devrait pas pouvoir critiquer de l'extérieur cette religion comme si elle disposait d'un statut particulier. Ce que suggérait un peu à sa manière Emmanuel Todd dans son ouvrage sur les suites de Charlie. Comment expliquer ce statut particulier symbolique accordé à l'islam qui fait qu'on pourrait à la rigueur critiquer l'islamisme, que l'on peut critiquer certains de ses excès, mais qu'il ne serait pas possible de critiquer son noyau rationnel, son noyau doctrinal, son noyau religieux, alors qu'on ne s'interdit pas de le faire pour d'autres religions? Je crois qu'il y a plusieurs raisons qui sont portées par des groupes différents. Il y a tout un groupe, disons, qu'on regroupe sous le terme général d'islamo-gauchistes, etc., pour lequel la catégorie pertinente d'analyse de la réalité sociale, ce sont les dominants et les dominés. Donc, les dominants peuvent être critiqués, doivent être critiqués ad nauseam, et les dominés sont intouchables. On ne doit rien dire. Or, donc toujours pour ce groupe, tout ce qui relève de l'islam, des musulmans, etc., rentre dans la catégorie des dominés. Et à partir du moment où on l'a mis dans la catégorie des dominés, on n'a même pas le droit de se poser, disons, des questions à leur égard, parce qu'ils sont sacralisés. Et donc, on n'a pas le droit, alors que le christianisme, le judaïsme sont du côté des dominants, et donc on a le droit de les critiquer, et d'autant plus que, avec le développement d'Israël, les juifs qui étaient autrefois du côté des dominés sont passés maintenant du côté des dominants. Alors, vous avez un deuxième courant, plutôt chrétien, je dirais, dans lequel plus l'autre avec un A majuscule, est loin, est différent, paraît questionnable, etc., plus il faut l'accueillir.
Et donc, à ce moment-là, plus il faut l'accueillir, évidemment, il faut l'accueillir sans condition, sans lui poser de préalable, etc. Et que, pour lequel, disons, pour ce groupe, dont notre pape est plutôt un bon représentant, questionner l'islam, c'est un refus d'accueil. Et puis, vous avez un troisième, je dirais, groupe, qui est dans la radicalité du droit. Alors, comme l'islam pose problème, disons, dans un univers, si vous voulez, social, etc., dans lequel la question qui devrait se poser à son égard est seulement est-ce qu'il respecte la loi ou est-ce qu'il ne respecte pas la loi, et qu'à partir du moment où l'on n'est pas dans la transgression radicale de la loi, on est totalement protégé par la loi. Donc, dans cette perspective, les plus critiques de l'islam sont des gens qui sont prêts à critiquer des choses qui pourtant sont conformes à la loi. Et donc, attention de ne pas rentrer, disons, là-dedans. Bon, et puis il y a bien sûr le refus de ressembler à l'extrême droite, puisque l'extrême droite critique l'islam. Donc, si vous critiquez l'islam, c'est que vous êtes du côté solidaire de l'extrême droite, etc. Donc, il y a toute cette panoplie, disons, de choses qui fait que une minorité, mais quand même une minorité significative, disons, des Français sont extrêmement gênés à l'idée de rentrer dans un regard qui soit un regard, je dirais, réaliste sur l'islam, y compris les aspects les plus critiquables. Si je peux juste rajouter un mot, par exemple, prenez l'Église catholique, il est bien admis que de critiquer la pédophilie dans l'Église fait partie d'une chose normale, et du reste, on attendait de l'Église, et elle le fait, l'Église de France a rassemblé une commission indépendante chargée de réfléchir sur ces dérives. De même, on réfléchit sur les dérives sectaires dans l'Église. Mais voilà, ce qui est possible, disons, dans cet univers-là, devient hautement problématique dès qu'il s'agit de l'islam. Alors, un peu partout dans le monde occidental, on peut dire que l'islam, ou tout le moins les populations musulmanes, on peut dire que l'intégration n'est pas toujours harmonieuse, disons-le d'un euphémisme. Les tensions identitaires sont présentes. On se demande de quelle manière, on se demande dans quelle mesure il sera possible de véritablement intégrer ces populations nouvelles. La question que je pose, elle est présente évidemment dans votre ouvrage, c'est est-ce qu'on peut croire que si les Occidentaux clarifiaient leurs attentes envers les musulmans, et plus largement envers l'islam, clarifiaient leurs attentes, c'est-à-dire pour revenir à la distinction première que vous proposiez entre l'islam spirituel et l'islam sociopolitique, est-ce qu'on peut croire que si les Occidentaux précisaient leurs attentes sur le plan des mœurs, sur le plan de la culture, sur le plan des valeurs, comme on dit aujourd'hui peut-être, et s'ils refusaient, autrement dit d'ailleurs, d'assimiler toute forme d'exigence culturelle ou d'exigence sur le plan des mœurs à de l'islamophobie, est-ce qu'on peut croire paradoxalement que l'intégration des musulmans se passerait probablement beaucoup mieux? Oui, je suis tout à fait convaincu. Au fond, la situation, si vous voulez, actuelle, c'est que vous avez un large spectre de réactions des musulmans à l'égard de l'Occident. Vous avez d'un côté une partie très importante des musulmans qui veulent avant tout devenir de bons occidentaux, qui sont dans une démarche tout à fait de s'intégrer à la société occidentale comme l'ont fait leurs prédécesseurs des vagues d'immigration précédentes. Vous avez à l'autre extrémité des spectres des gens qui sont de toute façon en lutte contre l'Occident et le désir d'affirmer, de se situer dans la grande geste de l'islam conquérant qui va imposer sa loi, disons, au monde occidental. Et puis entre les deux, je pense qu'il y a des tas de braves gens qui sont un peu perdus. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps, il y a eu une manifestation près de Montpellier de maires, disons, d'une école
qui se plaignaient en disant autrefois c'était bien le quartier, les instituteurs habitaient le quartier était divers, il y avait plein de gens, etc. Et maintenant, tout le monde est parti, il reste plus que des Maghrébins. Et toutes ces mères étaient en stricte tenue islamique. Et je suis persuadé qu'elles ne faisaient pas le lien. Qu'elles ne comprenaient pas et qu'au fond, ils sont prêts à accepter cette interprétation, disant mais si les gens partent, c'est que globalement ils nous aiment pas, globalement ils aiment pas les musulmans, globalement ils aiment pas l'islam. Et je pense que beaucoup, si ils comprenaient mieux, enfin justement dans cet ensemble, si vous voulez, intermédiaire, ils comprenaient mieux qu'ils peuvent tout à fait rester fidèles à l'islam, cultiver l'islam, être de bons musulmans, mais qu'ils peuvent le faire d'une manière et en utilisant des codes qui sont des codes qui vont être tout à fait compatibles avec les valeurs de la société occidentale. Je peux vous donner un exemple. Beaucoup disent, mais nous voulons, de femmes, nous voulons être pudiques. Ce qui est une valeur éminemment respectable, mais qui est une valeur éminemment respectable dans le monde occidental. Mais elle pourrait, faut se dire, mais au fond, comment se comportent les femmes occidentales qui tiennent à être pudiques? Alors, il y a par exemple, vous prenez l'iconographie occidentale. Je pense à des représentations de l'Annonciation ou le Saint-Luc peignant la Vierge devant Dan Weyden qui est à Boston, dans lequel on voit que la Vierge a une attitude extrêmement pudique, mais où sa tête est tout à fait découverte, où elle a aux offices l'Annonciation de Fra Angelico un très mince ruban qui ne simule ni son visage ni ses cheveux. Et au fond, elle comprendrait que les valeurs profondes auxquelles elles sont attachées peuvent trouver des moyens d'expression, de manifestation qui sont tout à fait compatibles avec le monde occidental et qui feront qu'elles seront tout à fait bien reçues dans le monde occidental. Je pense que si c'était clair, le pourcentage de ceux qui adhéreraient et s'intégreraient sans problème serait beaucoup plus large qu'il ne l'est actuellement. Alors je crois que ça ne supprimerait pas la frange combattante, engagée dans une perspective de construction, j'allais dire violente, d'une contre-société, mais ça réduirait, je pense, très très sérieusement leur emprise et leur influence sur les personnes de tradition musulmane. Alors, le temps d'une dernière question, histoire de résumer ce que nous venons de dire. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que la condition de l'intégration de l'islam dans le monde occidental, c'est son occidentalisation culturelle, tout simplement? C'est-à-dire un islam qui se conserverait son noyau spirituel, son bagage spirituel, mais qui se traduirait culturellement dans le monde occidental. Donc, non seulement sur la question du à quoi croyons-nous? C'est une question à part, mais comment croyons-nous? Qui est la question sociale, et politique et culturelle. Autrement dit, est-ce que les musulmans, tout en continuant à croire à leur propre religion, devraient d'une certaine manière apprendre à vivre leur croyance en société comme l'Occident a tendance à le promouvoir aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y en a du reste déjà beaucoup, enfin en France en tout cas, il y en a déjà beaucoup qui le font, donc ça n'est pas... Sûr. Alors c'est vrai que ceux qui le font sont soit... quand même beaucoup sont issus des couches sociales favorisées des pays maghrébins qui ont déjà très très fort intégré, disons, les cultures occidentales dans ces pays-là. Si vous allez en Tunisie, au Maroc, en Algérie, vous trouvez des gens déjà extrêmement occidentalisés. Bon.
On en trouve aussi qui sont qui même issus de classes défavorisées sont dans des démarches volontaristes d'intégration. Il y a eu par exemple un livre il y a quelque temps publié par quelqu'un qui était le premier de sa cité à passer le bac et qui explique comment sa mère, enfin qui était analphabète, l'a poussé dans cette direction-là. Voilà. Enfin, je crois que c'est quelque chose qui est général. Disons que si des Européens voulaient devenir citoyens iraniens, si tant est que cela soit possible, il faudrait qu'ils s'accommodent d'un certain nombre de conceptions culturelles iraniennes. La langue, bien sûr, et puis des manières d'agir et des manières, effectivement, de traduire de manière concrète des valeurs qui sont des valeurs qui, à certains égards, transcendent la diversité des cultures, mais qui ont besoin de s'incarner dans des cultures pour permettre une correcte intégration des personnes dans les sociétés dans lesquelles elles se trouvent. Alors, Philippe Diribarne, je vous remercie infiniment de votre passage Vous idées mènent le monde. Merci à vous de m'avoir interrogé. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.